Mesdames et messieurs, bonsoir. Patrice Talon réélu dès le premier tour, selon les chiffres communiqués par la Commission électorale nationale autonome ce jour à son siège. 86,36% des suffrages exprimés pour le duo Talon Talata, 11,29 pour le duo Djemba Hunkwe et 2,35 pour le duo Korwe Agossa pour une participation évaluée à 50,17%. Trois quarts des 2 409 409 votants ont ainsi apporté leur caution à Patrice Talon pour la poursuite de son action à la tête de notre pays. Quelle analyse pouvons-nous faire suite à cette proclamation tant attendue, en attendant celle de la Cour constitutionnelle? Que nous dit le taux de participation évalué à 50,17% et pourquoi les questions électorales cristallisent autant dans notre pays beaucoup de crispation et quels peuvent être les défis en attente pour le président réélu? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de donner des réponses. Et ce sera avec Clotaire Oliide. Bonsoir. Monsieur Noumon. Vous êtes expert électoral, membre du bloc républicain où vous assurez la présidence du comité technique chargé des questions politiques, institutionnelles et électorales. En face de vous, nous avons Richard Degbeko, directeur technique adjoint à la Sénat. Et nous aurons dans quelques minutes Okri Mohamed de Mouel Bénin. Alors, Clotaire Oliide, les résultats sont tombés. La Sénat nous a communiqué ces chiffres. Le président Patrice Talon est réélu avec sa colistière Talata pour 5 années de plus. Et quel est votre sentiment, vous qui faites évidemment partie du bloc républicain, donc de la mouvance présidentielle? Le sentiment du devoir accompli? Merci beaucoup, bien évidemment, déjà ça, puisque dans un premier temps, il faut constater que pendant toute cette période du processus électoral qui est en train de s'achever, nous avons eu beaucoup d'alertes. Nous avons eu beaucoup d'alertes. Nous avons même eu des Béninois qui sont passés à l'acte, qui ont créé la psychose, qui ont créé des incidents. Et ce n'était pas évident que cette élection se tienne le 11 avril dernier. Donc la première chose qu'il faut constater, c'est que l'élection a eu lieu. Malgré toutes les menaces, malgré tous les blocages, l'élection a eu lieu. Et pour cela, il faut saluer tout le peuple béninois qui n'a pas cédé à ces intimidations, qui n'a pas cédé aux menaces, qui a allé exprimer, en tout cas dans la grande majorité de ceux qui se sont inscrits sur la liste électorale, le peuple qui allait exprimer son devoir civique, qui, pour donner quitus au président candidat à sa propre succession, qui donnait quitus pour conduire à nouveau les destinées de notre pays pour les 5 prochaines années, qui pour aller dire que lui il vote nul, c'est aussi un choix, et qui pour donner sa voix à l'un des deux autres duos. Mais à la fin, il faut constater, et je profite également au passage pour saluer la Sénat qui a quand même mis les petits plats dans les grands pour nous doter d'une organisation réussie. Il faut le dire et le saluer. Ce n'est pas tout le temps que ça se passe ainsi. Et pour en revenir maintenant à mon sentiment en tant que membre du bloc républicain et en tant que militant ayant mouillé le maillot sur le terrain, évidemment, vous comprenez mon sentiment de satisfaction et ma joie de savoir que le duo de candidats pour lequel nous nous sommes battus est non seulement arrivé en tête de ce scrutin, mais il est arrivé de fort belle manière. Parce que sur les plus de 51% de Béninois qui se sont exprimés dans les urnes, le duo Talon Talata 50,17%. 50,17%, c'est vrai. Comme la Sénat est là, on peut voilà, se permettre de... c'était un lapsus. Donc sur les 50,17% qui se sont exprimés, le duo Talon Talata a recueilli 86,36%. C'est très significatif, c'est très clair que le peuple a donné son onction au président Talon pour poursuivre cette œuvre de construction du pays qui a démarré il y a bientôt 5 ans, et je reste convaincu que au bout des 5 prochaines années qui vont être entamées d'ici quelques jours, nous ne serons pas déçus d'avoir fait cette option. Voilà. Richard Debucor, je vais vous poser la même question, mais quand bien même vous n'êtes pas encarté, vous avez vos commissions certainement, mais vous êtes la partie
vous avez été là, vous faites partie de l'équipe cheville ouvrière hein, de tout ce processus. À la Sénat aussi, on doit avoir le sentiment du devoir accompli, même s'il y a encore quelques travaux en suspens. Oui, merci. Je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs et dire que pour la Sénat, c'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction parce que ce n'était pas gagné d'avance au regard du climat dans lequel certaines étapes du processus se sont déroulées. Mais comme nous l'avons toujours fait depuis 2015, la Sénat, nous avons mis la méthode, nous avons mis le professionnalisme et avec courage et détermination, nous avons pu faire tenir le scrutin sur toute l'étendue du territoire. On a quand même envie de vous poser la question, hein, l'occasion fait le larron. Le 6, le 7, le 8, quand sur le terrain, dans quelques régions du pays, on assistait à ces violences, quelles répercussions ça a eu, mis à part hein, on va dire, le vandalisme de la logistique des bureaux de vote? Au niveau du personnel, hein, de l'équipe dans son entièreté, quelles répercussions ça a eu sur votre morale, sur votre détermination? Comment vous avez vécu ces jours? Je voudrais dire que ça n'a eu aucun impact sur notre détermination, sur notre morale, parce que nous sommes préparés à ça. Nous savons que c'est notre activité, c'est ce que nous faisons. Et donc nous savons qu'on pourrait être confronté à ce genre de choses et on est préparé. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. En 2019, lors des législatives, nous avons été confrontés à des situations pareilles, sinon pires. Parce que de nos agents ont traversé des barrières avec des véhicules, ont dû passer dans du feu mis sur la voie. Mais personne ne savait ça. Nous, on savait. Ça n'a pas touché à notre détermination de réussir coûte que coûte, non seulement le processus de 2019, mais aussi le processus de 2021 qui est en train de s'achever actuellement. Donc, nous sommes préparés, ça ne nous dit rien. C'est vrai que quand on entend par-ci et par-là les menaces, et on se demande bon, où vont-ils arriver. Mais nous savons que à la Sénat, nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous ne prenons pas le pari, nous ne sommes pas partisans d'un camp. Nous ne sommes pas partisans d'un camp. Donc, nous faisons le travail que nous a confié l'État. Et en tant qu'institution autonome, nous agissons, nous travaillons de façon professionnelle au bénéfice de toutes les parties en compétition. Donc ça n'a eu aucun effet sur notre morale et notre détermination. D'ailleurs, si j'avais eu des faits, on n'aurait pas pu déployer le matériel sur l'étendue du territoire. On n'aurait pas pu tenir le vote dans les postes de vote sur l'étendue du territoire et aussi à l'extérieur, puisque les élections présidentielles ont lieu non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'extérieur. Okay. Aux politiques, hein, avant l'aspect électoral, aux politiques, quelle lecture on peut en faire hein, de ce classement, on va dire? Le duo Djemba Runkwe est arrivé quand même avec plus de 10%, le duo Correa Agossa 2%. Oui, pour lire ces résultats, je pense qu'il faut... Parce que vous n'avez pas été fair play, vous pouviez les féliciter aussi pour l'engagement. Bon, ça c'est une petite... Non, vous savez, il y avait trois duos en lice. Oui. Chacun s'est battu pour faire passer son duo. Oui. Moi, je me réjouis de ce que mon duo l'a emporté, mais ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas le mérite des autres duos d'avoir participé aussi à la compétition. Parce que d'autres aussi auraient peut-être voulu ou auraient peut-être pu participer à cette compétition, mais pour des raisons ou d'autres, ce n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que je m'apprêtais à dire tantôt que pour lire ce résultat, il faut remonter déjà un peu plus haut. Un peu plus haut, c'est-à-dire déjà aux conséquences ou aux impacts de la réforme du système partisan. Parce que cette élection présidentielle, c'est la première élection présidentielle qui est organisée sous le régime du nouveau code électoral qui a été voté au lendemain de la révision constitutionnelle de 2019. Donc, avec l'élection présidentielle de 2021, nous bouclons le cycle de tous les types d'élections.
que nous avons au Bénin sous le régime de ce code. Et vous n'aurez pas perdu de vue, vous n'aurez pas oublié que pendant un bon moment, plusieurs acteurs politiques ont freiné de tout leur faire à intégrer la réforme qui est en train d'être mise en œuvre. Et ça n'a pas raté. Vous n'avez pas oublié la question du parrainage. Nous ne voulons pas du parrainage. Nous allons exploser le parrainage. Et puis finalement, certains ont déposé des candidatures de duo, ce qui est bien prévu par la loi, mais ont refusé de prendre les parrainages et leur candidature a été écartée. À partir de ce moment-là, il était évident que pour candidater à l'élection de 2021, à la présidentielle, des candidats étaient plus préparés que d'autres. Pour ne pas dire un duo au moins, il était évident qu'un duo au moins était mieux préparé que les autres à affronter la compétition de 2021. Et forcément, ça s'est traduit dans les résultats. Vous voyez le duo Talon Talata, très tôt a pris cette disposition pour affronter la compétition. Regardez déjà le nombre de partis bien structurés, bien organisés, avec une assise nationale qui accompagne, qui porte ce duo. Je veux citer le Bloc républicain, l'Union progressiste, Moël Bénin, le PRD, UDBN. C'est des partis qui ont une certaine assise assez connue, qui sont organisés et qui très tôt se sont mis au travail pour le duo. Alors que les deux autres duos de candidats, vous constaterez que celui qui est arrivé, le duo qui est arrivé deuxième, c'est, je dirais, le duo qui est également issu directement d'un parti politique. Je parle de FCBE. Donc ce sont des personnes qui étaient également dans une machine. Même si à un moment donné, la machine a été un peu grippée, il y a eu des scissions, mais il n'en demeure pas moins que c'est des personnes qui étaient dans un parti, qui étaient moulées déjà dans une organisation qui les a portés. Et vous prenez le troisième duo, lui, il est composé de deux personnes qui certes appartenaient à un parti politique, mais qui dès le dépôt de leur candidature étaient suspendues du parti. Donc clairement, leur parti a dit, nous ne vous portons pas. Et ça se ressent également sur les résultats. Donc, pour me résumer, vous verrez que dans l'ordre, nous avons eu en première position un duo porté par un ensemble de partis politiques bien organisés, bien structurés. Ensuite, nous avons un autre duo porté par un autre parti politique. Et en troisième position, un duo qui n'était pas porté par un parti politique. Et donc, cela signifie quoi? Que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a eu raison de lancer la réforme du système partisan qui donne aujourd'hui la force aux partis politiques, qui remet les partis politiques au cœur de l'action politique. Et si ce processus se poursuit, de maturation des partis politiques se poursuit, d'ici à là, nous aurons à organiser des élections qui ressembleraient un peu à ce que nous envions à d'autres pays. Oui, c'est vrai que nous sommes à un soir de victoire, mais il sera toujours temps de questionner l'engagement des différents partis de la mouvance pour la mobilisation. Non, ce ne serait pas fair play parce que ici nous avons, comment je vais dire, nous n'avons qu'un membre de parti, même si, voilà, nous aurons Monsieur Debékou, on a envie de vous entendre nous expliquer un peu le processus, c'est-à-dire dès la fermeture des bureaux de vote. Parce que pour la première partie, on se doute bien que le matériel est acheminé, que les assesseurs, les différentes composantes sont dans leur bureau de vote et essayent de superviser le processus pour les 9 heures de vote, si je ne me trompe. Après, de chaque bureau de vote, au siège de la Sénat, comment tout cela est monitoré? Merci beaucoup. À la fermeture du poste de vote, on procède au dépouillement des résultats. Donc quand on fait le dépouillement, les agents, les membres de poste de vote remplissent les documents électoraux. À un poste de vote, il y en a deux. Il y a la feuille de dépouillement qu'on appelle aussi le procès verbal de résultat et le procès verbal de déroulement du scrutin. Dès que c'est fait, les plis sont faits. Un pli à la destination de la Cour constitutionnelle, un pli à la destination de la Sénat et un autre pli à la destination du coordonnateur d'arrondissement. Ainsi, au poste de vote, l'opération est terminée. Les membres de poste de vote font maintenant à l'arrondissement rendre les résultats avec les urnes.
Le coordonnateur d'arrondissement prend l'urne, défait le scellé, sort les plis, fait la mise en cantine des plis de la cour. Il le fait seul? Permettez-moi de Il le fait en présence du président du poste de vote et du représentant des candidats. Donc, il fait la mise en cantine immédiatement du pli destiné à la cour et du pli destiné à la Sénat. Il prend son propre pli, il l'ouvre et il commence l'opération de compilation des résultats. Il le fait ainsi de suite, suivant l'ordre d'arrivée des urnes, jusqu'à terminer le nombre d'urnes qui correspond au nombre de postes de vote de son arrondissement. Quand il fait ce total, il descend les résultats par arrondissement et fait à nouveau lui-même maintenant un pli pour la Cour constitutionnelle, un pli pour la Sénat et un pli pour lui-même. Il affiche un feuillet au niveau de l'arrondissement sur lequel est mentionné résultat provisoire et il ferme les cantines. Il vient maintenant déposer les cantines à la Sénat. La Sénat, cette année, a organisé d'une autre manière la réception des cantines. Au lieu que les coordonnateurs viennent directement à la Sénat pour créer des bouchons à Ganri, nous avons utilisé la plateforme logistique qui est située au centre Cora et comme lieu de regroupement des coordonnateurs d'arrondissement. Donc eux tous sont venus là et il y avait des tickets d'ordre d'arrivée qui leur ont été délivrés. Et par groupe, ils ont été escortés à la Sénat par les militaires qui sont détachés à la Sénat depuis fort longtemps. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. À la Sénat, on reçoit les cantines, on ouvre les cantines, on vérifie le nombre de plis que doit amener le coordonnateur, on isole en même temps le pli contenant le PV de compilation qu'on envoie à la salle informatique pour saisir des résultats. Après cette étape, le coordonnateur va à la salle de transmission audiophonique des résultats. Entre-temps, quand il a fini la compilation, on l'a appelé, il a transmis les résultats par téléphone. Donc il va avec son propre PV de compilation pour faire valider les résultats qu'il a transmis au téléphone. Donc ça va être vérifié pour être sûr que ce qu'il a dit au téléphone correspond bien à ce qui est sur le PV de compilation. Et donc ce travail, quand il finit ça, il a fini son travail. Il s'occupe maintenant du reste qui concerne sa paye. Donc voilà de façon globale ce qui se fait. Et au niveau du centre de transmission des résultats, il y a une compilation nationale qui se fait. Au niveau de la salle informatique, il y a aussi une compilation qui se fait à deux niveaux. Dans cette salle, nous avons deux opérateurs technologiques qui utilisent deux logiciels différents pour faire la compilation nationale. Donc, mais eux, ils utilisent les procès-verbaux de compilation physique et c'est sur cette base, quand ils descendent la compilation nationale, on fait les vérifications pour voir s'ils ont trouvé les mêmes données, les mêmes résultats. S'il y a discordance, on commence par chercher l'origine de la discordance et ça permet de savoir qu'il y a eu problème à tel ou tel niveau. Quand on finit ça, on amène maintenant les résultats de transmission parce que pour la transmission, la source est différente de ce qui se passe à la salle informatique. Donc on fait aussi une comparaison, donc deux sources différentes pour voir la concordance. Quand tout est concordant, c'est fini. C'est après ça que les résultats sont envoyés à la plénière de la Sénat, composée des commissaires qui valident et font la proclamation. Et après, ce qui s'est passé tout à l'heure. Merci. En temps, M. Okri Mohamed de Mouel Bénin nous a rejoint. Alors, bonsoir. Je vais vous poser la même question que j'ai posée aux membres du BR. Alors, on est à un soir de victoire. Alors, quel est votre sentiment? Merci beaucoup. Mouel Bénin vous remercie pour l'invitation. Nous sommes animés ce soir par un sentiment de joie et d'une satisfaction particulière parce qu'il ne vous échappera pas que Mouel Bénin a été le premier parti politique à avoir vu plus tôt
que Patrice Talon était le candidat qu'il fallait pour poursuivre la dynamique. Avant de continuer par répondre à votre question, je n'aurai peut-être pas l'occasion de revenir là-dessus. Je voudrais également, au nom de mon parti, décerner un satisfait à la Sénat. Moi, je reviens des collines. Au nom de Moël Bénin, j'en suis originaire. Les 2 semaines de campagne, je les ai passées là-bas. Et ce que nous avons vu avant-hier nous a vraiment satisfait du point de vue organisationnel. Moi, j'ai suivi du jour du vote, le matin, du dimanche jusqu'au soir, jusqu'à ce que tous les postes de vote de mon arrondissement soient convoyés vers le chef-lieu de l'arrondissement. J'ai suivi, ça correspond exactement à ce que vient de décrire le représentant de la Sénat. Et je pense qu'il faut leur décerner satisfaction parce que quand j'ai suivi les informations de façon globale à l'intérieur du pays, n'ayant pas un don d'ubiquité, je ne pouvais pas généraliser sans écouter ce qui s'est passé ici et ailleurs. Je crois qu'il faut maintenir cette façon de faire pour que notre pays se distingue davantage en matière d'organisation des élections. Oui. Voilà ce que... Avant de vous passer la parole, M. Clotaire Oléidé, tout le monde parle de professionnalisation de la Sénat. Qu'est-ce qui a véritablement changé par rapport aux autres années? Sur quel point fondamentalement la Sénat a professionnalisé, pour paraphraser tout le monde, ce que les observateurs disent, ces méthodes, le changement a eu lieu où exactement? D'abord, sur beaucoup de points, je vais dire quelques-uns seulement. Autrefois, la Sénat, elle s'installait, elle fait 2, 3 mois, 4 mois, et les commissaires s'en allaient. Et c'est le SAP Sénat qui était là, et puis on attend. L'élection prochaine, 3 mois, on met en place une autre Sénat. Et désormais, c'est la même Sénat qui a fait tout le temps. Et donc, dans la planification des opérations électorales, il y a eu une amélioration. En dehors de ça, à l'arrivée de cette Sénat, de nouvelles personnes ont été recrutées. Il y a beaucoup plus de gens qui quand même ont fait des formations en matière d'organisation des élections. Puisque vous devez savoir, nous avons ici au Bénin, à la chaire UNESCO, une formation en management des élections qui forme de cadres de haut niveau. Moi-même qui suis ici, j'en ai été étudiant. Comme Clotaire d'ailleurs, nous avons été tous étudiants là, on a été formés là. Et donc, ce savoir que nous avons acquis à l'université, nous les avons mis à la contribution de ce qui se faisait à la Sénat. Et la volonté d'améliorer les choses aussi, parce que c'est une équipe de jeunes, je parle des cas techniques, de jeunes qui ont appuyé les commissaires, eux-mêmes très ouverts, qui ont su manager le groupe. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons réussi, d'abord par rapport à la publication des résultats, à ramener cette proclamation des résultats qu'on avait de plusieurs jours, ou parfois même de semaines, à 2 ou 3 jours. Le scrutin c'était dimanche, aujourd'hui on est mardi et on a déjà donné les résultats. C'était pareil en 2016. Et pour les autres élections, c'était aussi pareil, sauf l'élection communale de 2015, où ça a pris un peu de temps. Mais c'était au début ça. Et nous avons amélioré les pratiques. Et nous, notre ambition, c'est que pour les années à venir, on en arrive à proclamer les résultats des élections la nuit même du scrutin. Et pour cela, les réflexions vont se poursuivre. On verra quels sont les outils de modernisation qu'il faut intégrer dans le processus électoral pour arriver à ce résultat-là. C'est possible. Oui. Bon, je vais donner la parole à l'expert électoral maintenant. De quel œil vous avez vu, vous avez observé un peu le déploiement de la Sénat, la maîtrise avec laquelle ils ont opéré pour ces élections? Oui, merci. Vous constatez, vous savez, au début de l'émission, quand dans ma première prise de parole, j'ai également dit ma satisfaction par rapport au travail que la Sénat a battu
parce que tel que M. Ocré l'a observé dans les collines, c'était la même chose dans le plateau. Moi-même, j'ai fait les 2 dernières semaines dans le plateau. Et j'ai observé également qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans l'organisation des élections. Et ça, il fallait un peu s'y attendre lorsqu'on sait les aménagements, les réaménagements qu'on a eus depuis l'institutionnalisation d'une Sénat permanente dont la mandature actuelle est d'ailleurs la première qui a pris fonction en 2014. Et il a donné quelques pistes qui expliquent ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois que le législateur a été bien inspiré d'introduire au fur et à mesure dans le code électoral des dispositions qui ont favorisé justement la mise en œuvre de ces améliorations-là. Regardez aujourd'hui, contrairement à hier, ce n'est plus le chef de l'État qui convoque le corps électoral. Donc, la Sénat n'est plus soumise aux upper, permettez-moi de le dire comme ça, des politiques, notamment du chef de l'État, qui pouvait à n'importe quel moment décider de la date de tenue des élections. Et peut-être, lorsque les autres acteurs vont estimer que non, on n'est pas prêt et tout, on pouvait décaler. Et ça perturbait le calendrier de la Sénat. Là maintenant, la date des élections est déjà fixée, non seulement dans le code électoral, mais aussi plus haut dans la Constitution. Donc la Sénat n'a pas à se prendre la tête, n'a pas à se casser la tête par rapport aux acteurs politiques. Elle a déjà sa Bible en main, elle s'organise très tôt pour rester dans les délais. Ça, il faut le souligner. Vous voyez également un certain nombre de réformes sur le plan de la transmission même des résultats. Vous voyez, il a dit tantôt, déjà, dès que les coordonnateurs d'arrondissement ont fini la compilation, déjà par téléphone, ils envoient les résultats à la Sénat. Et donc, on a déjà une base qui est confirmée dès que les cantines arrivent à leur niveau. Et c'est dit dans la loi que les cantines doivent être acheminées à la Sénat dans les 24 heures. Et lorsqu'un coordonnateur d'arrondissement est coupable de transmission tardive, la loi a prévu des sanctions. Donc, vous voyez, avec cette célérité déjà, la Sénat a la possibilité d'aller également vite dans la proclamation des résultats. Le dernier aspect que je vais évoquer, et il en a parlé à la fin de son intervention, c'est que de plus en plus, les éléments d'organisation d'élections, surtout au niveau technologique, sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, la liste électorale est informatisée. Elle doit être disponible dans un certain délai. Et lorsque vous avez déjà une liste électorale informatisée, disponible, ça facilite l'organisation des élections, contrairement à ce que nous avions l'habitude de vivre. Et si, avec la modernisation de l'état civil, notamment le RAVIP, qui est en train de faire voir aujourd'hui, c'est bien fait, si avec cet outil RAVIP qui va être maintenant finalisé, si avec le maillage du territoire national en termes de fibre optique aujourd'hui, si on a aujourd'hui une couverture Internet intégrale de notre territoire, vous verrez que, comme il a dit, d'ici quelques années, on pourra faire l'élection dans la journée et le soir déjà pour proclamer les résultats. Donc, c'est un certain nombre de réformes qui sont mises en place et qui, avec conduite par une équipe plus professionnelle, plus aguerrie et qui a le temps de capitaliser les expériences, va forcément nous conduire vers des élections toujours plus améliorées. Voilà. Avant, on va parler maintenant de la question du taux de participation, parce qu'il y a eu ça fait beaucoup parler. Je pense que ça va continuer par faire parler. La Sénat a proclamé, a estimé le taux de participation selon ses calculs à 50,17%. Déjà, je suis obligé de parler aux techniciens d'abord. Comment vous en êtes arrivé à ce chiffre? Merci. Je pense que le président de la Sénat, dans le cadre de la proclamation des résultats, par souci de transparence, a expliqué la procédure. Dans un premier temps, la Sénat a reçu le fichier électoral avec un certain nombre d'électeurs qui comportaient des électeurs décédés. Et donc, un citoyen a fait un recours et une décision de la Cour a été rendue pour demander que le nombre de décédés soit extrait du nombre total d'inscrits dans le fichier qui comportait ces décédés. Ce qui a été fait, le président de la Sénat a
dans son allocution de lancement de la campagne, dit ça clairement. Oui, juste pas pour vous embêter, mais bon, on est obligé de demander, de poser la question. Il Est-ce que ça a été, comment ça a pu vous échapper ou ça ne dépendait pas de vous? C'est le COSLEPI qui a la charge de l'établissement de l'apuration de la liste et de la liste électorale. Et le COSLEPI a eu une difficulté. Et je dis ça parce que devant la cour, j'y étais. Et la difficulté, c'était que avant d'apurer et de supprimer les personnes décédées du fichier électoral national, il faut l'acte de décès. Or, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas l'habitude d'aller solliciter l'acte de décès quand un parent décède. Donc, les gens sont décédés, il n'y a aucun acte qui prouve leur décès. Pour arriver à les supprimer, le COSLEPI doit procéder à une autre procédure, comme on a fait pour le RAVIP, mettre des magistrats à contribution pour montrer que oui, c'est vraiment telle personne qui est décédée, et avant de supprimer l'intéressé de la liste. Donc depuis 2011, où le fichier électoral national a été mis en place, toutes les personnes qui sont décédées sont restées dans la base jusqu'en cette année. Donc, si on laisse ces personnes dans la base, ça va fausser le taux de participation dès lors que les personnes n'existent pas. Nécessité donc d'épurer la base de ces personnes-là. C'est ce que la Cour a dit dans sa décision et que tout le monde a respecté parce que la CEDA est soumise à toutes les décisions de la Cour constitutionnelle qui sont sans recours. Donc, nous avons mis en œuvre cette décision-là. La Cour a rendu une autre décision hier, et suite au recours d'un citoyen qui a dit que les arrondissements dans lesquels la Sénat n'a pas pu faire les élections, du fait des violences, des voies de fait, des barrages qui ont eu lieu, les électeurs, le nombre d'inscrits de ces arrondissements ne peuvent pas être pris en compte dans la participation à partir du moment où on n'a pas fait le scrutin dans ces arrondissements-là. Aucun poste de vote n'a ouvert dans ces arrondissements. Mais si dans un arrondissement, un seul poste de vote a ouvert, on le prend en compte, on le considère. Donc, c'est ce qui a été pris en compte à nouveau par la Sénat. Vous verrez que au départ, la Sénat a annoncé 16 arrondissements dans lesquels il n'y a pas eu de vote. Mais après avoir reçu les cantines, après les dépouillements des plis que nous avons reçus, nous avons fait le constat que sur les 16, il y a 3 arrondissements dans lesquels certains postes de vote ont ouvert. C'est ce qui a donné le 13. Le 13 que le président de la Sénat a annoncé. Donc voilà la procédure qui a conduit à déterminer le taux de participation. Donc le nombre d'inscrits réels a été déterminé par le processus que je viens de vous décrire, et on a divisé le nombre d'électeurs, le nombre de votants par le nombre d'inscrits réels qui a été déterminé pour trouver le taux de 50,17%. Ce qui correspond à la réalité de la participation du scrutin. Oui, je crois que je suis intéressé par cette question. Et il va falloir que, in fine, nous trouvions le mécanisme d'apurer au fur et à mesure la liste électorale. J'ai suivi une scène il y a environ 1 an, au lendemain des municipales, il y avait des recours. Bon, Moël Bénin n'a pas pu participer à ces élections. Inutile de revenir sur les raisons. Mais j'étais allé suivre des procès à la Cour suprême à Porto-Novo. Fort heureusement, c'est monsieur qui venait représenter la Sénat. Il y a eu, qu'il vous souvienne que c'est 3 partis qui ont enlevé des sièges. Entre 2 partis que je ne vais pas nommer, l'un accusait l'autre, dans un arrondissement évidemment, d'avoir fait voter des gens qui ne vivent plus, des gens décédés. J'ai fait ce rappel pour dire
la Cour a fini par trancher, parce que celui qui accusait n'avait pas les preuves que on a voté à la place de quelqu'un qui ne vit plus. Je referme cette parenthèse pour dire que si on peut faire en sorte que la liste soit apurée au fur et à mesure, la question de l'état civil qu'il a posée, je crois que c'est Clotaire qui a développé que avec les nouvelles innovations au niveau de l'état civil, à terme le Bénin sera un état vraiment moderne pour que dès que la personne décède, les 24 ou 48 heures, on puisse savoir et que le COSLEPI, la Sénat et autres enlèvent. Donc c'est vraiment nécessaire. Le citoyen qui a fait ce recours a été très inspiré. Parce que c'est une question de statistique. Si on n'avait pas fait cet appurage de dernière minute demandé par la Cour constitutionnelle, ça fausse les données. Parce qu'on fait les calculs sur la base d'un nombre qui n'est pas effectif et ça va abaisser le taux de participation. Votre question est partie du taux de participation. Je voudrais qu'on y revienne. Oui, justement. Là, je m'adresse... là, vous êtes politique. Est-ce que, je vais être direct, est-ce que ce qui transparaît aujourd'hui dans les 50,17% reflète réellement les efforts de mobilisation que vous avez eus sur le terrain? Pour être concret. Moi, je suis un peu resté sur ma faim. Je m'attendais à davantage. Oui, mais vous êtes membre d'un parti. Est-ce que, oui, je m'attendais à davantage et j'explique. D'abord, je fais foi à ces chiffres. Donnés par la Sénat parce que c'est l'institution habilitée à recevoir les chiffres et à pouvoir faire le travail pour donner. Maintenant, je disais que je m'attendais à davantage, mais nous n'en avons pas eu parce que il y a plusieurs phénomènes qui expliquent les violences qu'il y a eu de part et d'autre. Quand il n'y a pas eu d'élections dans 13 arrondissements, ça abaisse forcément le taux de participation. Je vais vous donner le cas d'un arrondissement, l'arrondissement dans lequel moi j'ai vécu, ou plus généralement dans les collines. Dans la nuit de samedi à dimanche, jour du vote, il y a eu pluie chez nous. Or, les paysans attendaient ces pluies depuis des semaines. Fort heureusement, l'intensité n'a pas été forte. Si l'intensité a été forte, je vous assure que ce que nous avons eu comme taux de participation dans les collines serait encore moindre. Bon, donc, quand les gens se sont levés le matin, ils ont vu que le sol n'est pas suffisamment mouillé. Ils ont dit, bon, autant aller voter avant d'aller au champ. Ça aurait pu être le contraire. Je vais au champ, je reviens voter. Et la vieille dame ou le monsieur, il arrive vers 16 h où le bureau de vote est fermé. Voilà donc les explications que moi j'ai par rapport à ces 51, presque 50,17%. Oui, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. La mobilisation, moi le Bénin, la mobilisation que vous avez faite sur le terrain, c'est-à-dire pour motiver vos militants à aller voter. Est-ce que vous avez l'impression que ça transparaît vraiment dans les 50,17%? Nous ne sommes pas déçus. D'accord. Oui. La même question. Parce qu'il parle de violence, mais dans le plateau, il n'y a pas eu de violence. Non, il n'y a pas eu de violence. Non. Moi, je vous dis déjà que moi, je suis satisfait du taux de participation. Je vais vous expliquer. Vous savez, dans tous les pays du monde aujourd'hui, nous sommes dans une crise de démocratie qui ne dit pas son nom. Vous constaterez que les taux de participation aux élections connaissent une baisse au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Parce que justement, les citoyens, pour des raisons ou d'autres, se désintéressent du vote. Je vous donne 2 ou 3 raisons chez nous ici au Bénin. Vous savez, de 91, où nous avons eu les premières élections post-renouveau démocratique, jusqu'en 2016, il y a essentiellement 2 facteurs qui déterminent le vote des électeurs. Le premier facteur, je ne donne pas dans l'ordre, l'un des facteurs qu'on ne se voile pas la face, c'est l'argent. C'est l'argent. Et vous verrez que à cette élection-ci, comme le chef de l'État lui-même l'avait dit, il a dit qu'il veut minimiser le rôle de l'argent. Et moi qui vous parle, politique, ayant été dans plusieurs élections, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'argent dans cette élection. Non seulement pour nous-mêmes, acteurs qui devions aller sur le terrain, on sait comment ça se passe d'habitude, nous n'avons pas eu les moyens, les gros moyens qu'on déployait auparavant pour aller vers les électeurs, mais également l'électeur n'a pas eu, vous connaissez le fameux phénomène du porte-à-porte, il n'y a pas eu ça cette fois-ci.
Or, c'est généralement lorsque la nuit, la veille de l'élection ou le jour, on va vers les gens pour leur dire tenez ceci, allez voter, que certains ont l'engouement de sortir pour voter. Il n'y a pas eu ça. C'est important, il ne faut pas l'oublier. Deuxième chose, les électeurs ont eu l'habitude de s'identifier non pas à des partis ou à des groupes, mais à des individus. Et lorsqu'un citoyen, un électeur, ne voit pas la tête de X qui lui plaît, pour qui il veut voter, il se dit bon, je vais aller perdre mon temps, pourquoi? Et je vous ai dit en début d'émission que certains acteurs politiques qui auraient peut-être voulu ou qui auraient peut-être pu participer à ces élections n'ont pas pu y aller pour une raison ou pour une autre. Et ça fait également que plusieurs citoyens qui quelque part se retrouvaient à travers eux se sont dit bon, s'ils ne sont pas là, pourquoi est-ce que j'irai voter? Donc, je donne juste ces deux exemples-là. Il y en a d'autres. Les intimidations, les menaces à des endroits. Et quand vous dites qu'il n'y a pas eu de violence dans le plateau, c'est vrai, il n'y en a pas eu. Mais il y aurait pu y en avoir. Et ne serait-ce que du fait que le citoyen peut se dire, ah, si je vais là-bas et qu'il y a violence, je peux en faire les frais. Il peut décider de ne pas sortir. Donc, l'un dans l'autre, avec tous ces facteurs-là que je viens de citer, si nous avons quand même pu déterminer un Béninois sur deux inscrit sur la liste à sortir pour aller voter, je trouve que l'effort de mobilisation a été payant. Si on n'avait pas fait cette mobilisation, peut-être qu'on aurait eu 10 ou 15 ou 20%. Donc la coordination a marché. Mais je vous assure que pour ce que moi je sais, pour ce que j'ai vu, pour le déploiement qui est sur le terrain par les partis qui portent la candidature du duo Talon Talata et même des mouvements qui se sont mis dans le jeu, je pense que le résultat n'est pas décevant. On aurait pu faire mieux, mais je dis encore, plusieurs facteurs ont joué dans ce phénomène que nous avons vécu. D'accord. Je reste avec vous toujours sur cette question de taux de participation. On a eu, avant la proclamation lundi, la plateforme des organisations de la société civile qui ont mis un chiffre sur le tapis, les fameux 26%. Déjà dans la démarche, on sait que ces organisations ont pour rôle de veiller, on parle de transparence, de contrôle de l'action démocratique, ainsi de suite. On ne va pas faire le cahier de charge. Mais comment avez-vous perçu cette invitation dans le processus, si tant est que tout le monde est d'accord que la seule institution qui est habilitée à s'avancer sur ce terrain, c'est la Sénat? Bien, à ce niveau, je dois commencer par dire que je suis un peu gêné de me prononcer sur ce comportement qu'ont eu les acteurs de la société civile, puisque dans une autre vie, certains, évidemment, puisque dans une autre vie, j'ai évolué dans ce milieu-là, et je ne pense pas que nous ayons fait ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Donc je suis peiné de parler de ceux qui ont continué ce travail après nous, quand nous on a quitté pour rejoindre le combat politique. Mais je trouve que il y a eu je ne sais pas comment il faut qualifier ça, mais c'était pas de leur rôle. Ce qui a été fait, moi j'en suis un peu déçu, je m'en désole. Vous l'avez si bien dit, les OSC ne sont pas habilités à donner un taux de participation à une élection. Surtout que, et d'ailleurs ils l'ont eux-mêmes dit dans leur déclaration, ils n'ont pas eu à déployer des observateurs dans tous les postes de vote. Ils ne pouvaient d'ailleurs pas le faire. Alors, exactement, il y en a eu combien de postes de vote? 15 531. 531 postes de vote sur l'étendue du territoire. Voilà. Et ils n'ont pas pu déployer des observateurs dans tous les 15 533 postes de vote. 15 531 postes de vote. Et ils n'ont pas eu tous les chiffres à leur disposition. Et mieux ou pire, quelle est la démarche qui les a conduits à sortir ce chiffre qu'ils ont publié? Et là, encore une fois, je loue la Sénat qui, lors de la proclamation tout à l'heure, a expliqué clairement la méthodologie qui a conduit au taux de 50,17%. Et qui, de mon point de vue, n'est peut-être pas encore le définitif. Puisque la Cour constitutionnelle a encore la latitude au regard de tel ou tel autre constat qu'il aura fait, ou d'affiner le taux. D'affiner, peut-être qu'on en aura plus, peut-être qu'on en aura moins. Oui. Mais au moins qu'on nous explique quelle est la démarche qui a permis d'estimer un taux. Mais aller jusqu'à dire un chiffre sur des bases qu'on ne connaît pas, alors même que ce n'est pas de votre ressort, je pense que c'est des choses à éviter. Sinon, à la longue, cela va discréditer totalement les organisations de la société civile et ce serait dommage pour nos processus électoraux. Sur cette même question? Oui, merci. Le taux de participation pour une élection majeure
comme la présidentielle, est toujours un enjeu dans tous les pays du monde. Il est davantage dans notre cas, compte tenu du contexte. Et lorsque ces acteurs ont sorti ce chiffre juste quelques heures après les élections, moi j'ai failli tomber à la renverse. Je me suis dit, mais ils auraient même pu, contrairement à ce que développe Clotaire Olide avec raison, quand il dit que ce n'est pas de leur rôle, moi je le leur concède. Mais la méthodologie, ils n'ont rien dit. On sort un chiffre de 26% quand la société... Heureusement que moi j'ai Clotaire sur ce plateau qui a été de la société civile. Et nous les avons vus à l'œuvre effectivement. Lorsque la société civile décide de se colorer de cette façon, elle se discrédite. Parce que donner ce chiffre comme ça, je dis quelques heures, ça n'a même pas atteint 24 heures parce que c'est lundi. On a fini de voter dimanche vers 18h, vers 16h, 17h pour les postes qui ont ouvert avec retard. Et lundi déjà, vers la mi-journée, ils sortent ce chiffre comme de nulle part. J'ai dit, bon, ils sont peut-être dans un rôle que je ne maîtrise pas. Et moi, je voudrais, au nom de Moël Bénin et aussi, pourquoi pas, au nom des 4 autres partis politiques qui ont porté la candidature du président Patrice Talon, appeler nos concitoyens à un peu de retenue. Nous ne disons pas que nous devons emboucher la même trompette pour dire que tout ce qui se fait est bien, mais veillons à ne pas casser le pays. De votre position, là, déjà, quand vous avez... quand cette information a été divulguée et vulgarisée, comment vous vous êtes positionné par rapport à cela? Même si on a en mémoire ce que le président de la Sénat a dit tout à l'heure. Oui, surpris. Il était surpris parce que le taux de participation à une élection ne s'estime plus après le scrutin. Ah, d'accord. Le taux de participation d'une élection ne s'estime plus après le scrutin. Ça se calcule. Merci. Ça ne s'estime plus. On estime le taux de participation pendant que le scrutin est en cours. Si ce taux avait été donné pendant que le scrutin est en cours, il n'existait aucune donnée fiable pour dire c'est tel taux. Et donc, on peut dire que chacun peut se dire, voilà, à peu près à tel est le taux de participation. Donc, on regarde l'influence des électeurs et on estime. Mais quand le scrutin est clos, on n'estime plus. On calcule. Merci. Et on calcule sur la base de données réelles. On ne calcule pas sur la base de données imaginaires. On ne regarde pas pour se dire ça peut être. Non. Et les données réelles sont des données sur les documents électoraux. Les documents électoraux sont à destination de 2 structures, la Sénat et la Cour constitutionnelle. Il est vrai que les 10 documents sont affichés sur les lieux de poste de vote et à la coordination d'arrondissement. Et remis au délégué des candidats. Et remis au délégué des candidats. Mais si une organisation de la société civile veut proclamer ou veut donner un taux de participation, elle a le devoir de collectionner les données électorales sur toute l'étendue du territoire et à l'extérieur. Parce que le taux de participation de la Sénat tient compte non seulement des données du territoire national, mais aussi des données des ambassades et consulats du Bénin où le vote a eu lieu. Donc, c'est pour ça que ceux qui demandent à l'organisation de la société civile qui a annoncé ce taux, de dire comment ça a pu être fait, ont raison. Et nous-mêmes, nous étions étonnés et révoltés. Parce que tous les efforts que nous avons fournis depuis des mois à travailler, à affiner les choses pour que le résultat final soit quelque chose de bon, une tâche
de quelqu'un comme ça qui vient donner un truc, peut mettre en doute le travail que nous avons fait. C'est pour ça que ça peut nous révolter. Parce que nous n'avons pas compris, non seulement que ce n'est pas de leur ressort, mais aussi qu'il n'y a aucune base sur laquelle ils ont annoncé ce taux-là. Maintenant, l'organisation peut venir expliquer, voilà comment j'ai fait le calcul, et à ce moment-là, nous apprécierons. Est-ce qu'il y a une démarche en ce sens? Je ne l'ai pas noté dans la déclaration du président de la Sénat. Non, c'était par rapport aux allégations de bourrage dur. Non, il a dit, je l'ai bien suivi, oui. Il a dit également qu'il demande à l'organisation de la société civile qui a proclamé un chiffre de bien vouloir venir leur expliquer la méthodologie pour qu'ils puissent faire une confrontation. Il a dit dans sa déclaration. Donc on se dit que peut-être que si cette organisation joue le jeu, on en saura un peu plus. Nous l'attendons, nous les attendons, nous espérons que l'exercice va être fait et ça va situer tout le monde sur ce qui est juste, tout compte fait, ce que nous on a fait basé sur des documents réels qui existent, qui peuvent être consultés et suivant les procédures normales. Oui, je voudrais très rapidement revenir sur les facteurs limitants, les facteurs qui expliqueraient le fait qu'on n'ait pas eu davantage de taux de participation. Clotaire a évoqué la question du rôle de l'argent. Et il me paraît nécessaire d'insister sur cette question. Parce que dès l'entame, le candidat Patrice Talon a dit clairement à tous les 5 partis politiques qu'il faut vraiment minimiser le rôle de l'argent, qu'il faut quitter la corruption électorale. La logistique pour animer, ça on a besoin de dépenser. Mais aller dire, tiens de l'argent pour aller voter pour mon candidat, il faut que nous sortions de ce labyrinthe. Il faut avouer que ça n'a pas été facile d'expliquer cela sur le terrain. Parce que depuis 91, non, disons un peu plus tard, c'est en 95 que ça a commencé véritablement, les populations ont été habituées à ce que pour sortir, aller voter, il faut recevoir quelque chose. Donc pour cette fois-ci, la décision leur a paru un peu radicale. Même pour nous acteurs qui jouons l'interface pour aller expliquer à la base, il faut avouer qu'il y a eu des grincements de dents. Parce que certains acteurs étaient habitués à recevoir des pactoles au nom des populations, à ne pas redistribuer. C'était un petit commerce, pour ne pas dire un grand commerce. Bon, donc cette fois-ci, moi je parle plus aisément du cas que je connais. Le président de Moël Bénin nous a dit ce que le chef de l'État a dit. Vous saviez que c'était notre ligne de départ, sortir l'argent de la question électorale, la corruption électorale. Donc, moi j'avoue que sur le terrain, nous avons dû faire un effort pour expliquer à nos parents, cousins, frères, tantes, oncles, ça ne vous apporte rien de concret. Ce qui importe, c'est le programme du candidat. Nous avons la chance d'avoir affaire à un candidat qui vient de boucler 5 ans. Vous voyez les résultats. Oui. Mais nous, on a pu surfer sur les résultats du président Patrice Talon. Oui, sans pour vous arrêter, mais la question qu'on a envie de vous poser, c'est la 3e élection. En tout cas, à la suite des réformes du système parlementaire, c'est la 3e élection. C'est la 3e. Est-ce que c'est si difficile de faire comprendre aux populations cette nouvelle donne? Parce qu'on a l'impression, en vous écoutant, que c'est peut-être maintenant que les partis ont découvert cette difficulté. C'est la 3e fois quand même. Et puis, le rôle des partis, c'est de faire toute cette pédagogie au quotidien. Est-ce qu'il faut... Combien d'élections il faut pour cette que fois-ci est celle où on a dit clairement, oui, vous ne recevrez pas de l'espèce pour aller voter. Pour les législatives et pour les communales, peut-être Clotaire, qui officie ici au nom du BR et qui a des élus, pourra revenir sur la question. Je suis élu moi-même. Bon, voilà, qui est élu lui-même, il pourra vous édifier sur la question. Vous pouvez répondre. Combien d'élections il faudra pour que les populations comprennent? Non, il faut comprendre que cela va se faire de façon progressive. Regardez les 3 élections que nous avons eues, effectivement, depuis la réforme. Prenez les taux de participation. Prenez les 3 taux de participation. C'est vrai que ça a évolué. Mais on n'a pas encore atteint
les taux de participation que nous avons eu auparavant. Les législatives, le taux de participation était très bas. Au communal, ça a augmenté un peu. À la présidentielle, maintenant, cela a encore évolué un peu. Donc, c'est progressivement que cela va prendre. Donc, c'est pour dire que le travail se fait. C'est très difficile parce que c'est comme sevrer un bébé. Vous voyez tout ce que ça peut engendrer. Et ça fait que les mères qui sont fonctionnaires ont souvent du mal à s'en sortir. C'est à peu près la même chose que nous sommes en train de vivre. Et je peux vous assurer, pour moi qui ai vécu législative, communale et présidentielle, qu'il m'arrivait exprès de disparaître de chez moi. Juste parce qu'à un moment donné, j'étais fatigué d'expliquer aux parents qu'il n'y a rien. Les regarder comme ça et leur dire il n'y a rien, c'est pas évident. Mais on est en train de faire l'exercice. Et ce qui va nous aider, ça va être justement de maintenir la dynamique actuelle où des réalisations tangibles se font par l'élu. Et ça fait que quand vous expliquez aux populations que au lieu de vous donner de l'argent frais tout de suite, c'est l'argent que l'État va garder pour réaliser des routes, pour réaliser pour donner l'électricité et autres, ça commence par rentrer. Mais tout le monde n'a pas encore compris ça. Ça fait que ça évolue progressivement. Au communal, vous savez, c'est des élections de proximité. Et c'est nous-mêmes qui allons vers les populations qui voulons nous faire élire. Et c'est des gens qui sont habitués à nous voir presque tous les jours. C'est encore plus facile, même si vous ne leur donnez rien tout de suite, de leur dire, écoutez, on est ensemble tout le temps. Vous allez nous voir tout le temps, même s'il n'y a pas élection, on peut. Mais pour la présidentielle, elles savent que nous ne sommes que des interfaces entre elles et les candidats. Donc elles se disent, c'est maintenant que vous devez prendre nous donner. Après, eux là, on ne va plus les voir. Donc ce n'est pas du tout évident. Mais je pense que tel que ça a commencé, et c'est en cela que je dis, il faut tout faire. Il faut tout faire pour que la dynamique des réformes soit maintenue. Et que même après le président Talon, que ceux qui vont prendre la relève puissent continuer dans cet élan. Vous allez voir que les populations vont progressivement reprendre l'habitude d'aller aux urnes, non plus pour obtenir de l'argent, mais pour obtenir des infrastructures, pour obtenir le développement, pour obtenir une amélioration de leurs conditions de vie. Vous êtes citoyen également, est-ce que vous observez la même problématique? Est-ce que vous avez fait le même diagnostic? Et par ailleurs, est-ce que dans tout le processus, il y a eu des actes délictueux, au-delà de ce qui a été signalé, bourrage d'une ici et là, est-ce qu'il y a eu des actes délictueux qui vous sont parvenus? Est-ce qu'il y a eu des signalements? Est-ce qu'il y a eu des faits qui contreviennent aux dispositions en vigueur? Je voudrais dire que par rapport au taux de participation, comme Clotaire l'a dit, dans le monde entier, le taux baisse. Le taux baisse. Et ce qui explique ça, c'est la confiance des citoyens aux politiques. C'est tout. La perte de confiance. La perte de confiance fait que l'intérêt à aller voter diminue. Je viens au Bénin pour dire que, en dehors de tout ce qui a été dit, qui est juste, il y a un autre facteur qui peut nous faire réfléchir. Le jour du scrutin, c'est un dimanche. Et nous savons qu'au Bénin, combien nous sommes attachés au culte, à la messe. Et nous voyons, si nous regardons les statistiques, nous verrons que une grande partie de la population va à des cultes qui s'animent le dimanche. Et au regard des difficultés que les uns et les autres ont, n'ayant plus confiance aux politiciens, ils ont plus confiance à Dieu. Et donc, préfèrent ce jour-là aller chez Dieu que d'aller... Oui, mais ça ne dure pas toute la journée non plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça fait que quand vous prenez, il y a des cultes qui durent de 7h ou de 9h à 14h. Oui. Quand à 14h, la personne sort du culte avec ses enfants, le premier souci, ce n'est pas d'aller voter. C'est d'aller préparer aux enfants et au mari. 14h, le temps de préparer, il est 16h, le scrutin est clos. Et quand même, la personne regarde que on est à 30 minutes ou 1 heure de la fin du scrutin, ça ne l'intéresse plus d'aller. Donc c'est humain ce que je dis, hein? Et c'est des choses qui se passent, mais qu'on ne perçoit pas
rapidement, mais qui existent. Donc, on peut aussi réfléchir de ce côté-là et voir si est-ce que c'est toujours le dimanche qui est le meilleur jour. Mais il faut l'analyser. C'est toujours quelque chose qui a fondé le choix de dimanche. Il faut aussi prendre en compte cette question-là et peser les deux pour voir ce qui arrange le plus. Nous sommes dans les réflexions au jour le jour. L'essentiel, c'est d'améliorer le processus, d'améliorer les choses pour que progressivement l'électeur puisse avoir la facilité d'aller voter et que il n'y ait pas d'obstacle direct ou indirect à sa volonté d'aller voter, accomplir ce droit. C'est un droit et un devoir civique. Donc voilà un peu ce que une autre piste de réflexion. Oui. Ma préoccupation aussi était de savoir si vous avez à votre niveau, au-delà de ce que les OSC ont pu signaler ou ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, est-ce que de votre côté, vous avez eu des signalements de faits délictueux par rapport aux opérations de vote? Bon, comme le président l'a dit, nous avons vu des vidéos, nous aussi. Oui. Nous avons vu des vidéos où... Non, à part ces vidéos, vos représentants, en tout cas tous ceux qui ont les coordonnateurs, est-ce qu'il y a eu des remontées par rapport à des actes bien précis Pour le moment, non. Pour le moment, non. Avant qu'on ait ces informations, il faut que nous allions au rapport de mission des coordonnateurs. Ce sont ces rapports de mission qui disent un peu les conditions dans lesquelles les coordonnateurs ont travaillé, les incidents qu'il y a eu, parce que tout peut ne pas être remonté à notre niveau. Oui. Donc, après la proclamation, ce qui vient d'être fait, et après que la Cour vide le contentieux, nous allons passer à l'examen de ces 10 rapports, et ça nous permet, nous aussi, de tirer des leçons pour améliorer les processus qui viennent. Donc, je ne pourrais pas répondre à l'affirmative par rapport à votre préoccupation. Voilà. Clotaire Olide, on a manifestement eu un processus électoral tendu. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Un processus électoral tendu. Vous-même, vous l'avez dit, c'était pas gagné d'avance. Il y a eu beaucoup de soubresauts autour de cette question. Et on a l'impression que c'est une tendance qui s'inscrit et qui peut-être va crescendo dans le temps. Pourquoi les élections cristallisent autant de polémiques, de crispations? Là, pour le coup, la violence s'est installée, même si ça a été assez vite circonscrite par les autorités de la République. Comment cela s'est expliqué? Radicalisation des discours politiques, refus d'observance de la loi qu'on s'est librement donnée. Quelle est votre explication à vous? Très bien. D'abord, je voudrais vous dire que les élections, surtout une élection majeure comme l'élection présidentielle, ça a toujours été objet de tension. Toujours. En raison justement de l'enjeu. L'enjeu, c'est de désigner des personnes qui vont conduire les destinées du pays à un niveau ou à un autre sur une période donnée. Et lorsque vous avez une compétition de cette envergure avec ces enjeux-là, il faut comprendre que forcément le niveau d'adrénaline doit monter. Donc depuis toujours, et ça je l'ai souvent dit à ceux qui disent que c'est trop tendu, je dis non. Depuis toujours les élections ont été tendues. La différence c'est que on n'a jamais franchi le Rubicon avant ces derniers temps, c'est-à-dire depuis 2019. On n'est jamais allé au-delà des invectives, au-delà de la tension palpable, on n'est jamais passé aux actes de violence. Et donc, pour revenir au contexte depuis 2019 de violence avérée, il faut rechercher la source justement dans le changement qui est intervenu. Parce que les réformes politiques opérées par le président Patrice Talon, je vous assure, ce n'est pas donné à n'importe qui de le faire. Ce n'est pas facile, hein? Surtout dans un contexte où aujourd'hui, nous sommes dans un monde global, dans un monde où tout le monde sait ce qui se passe partout et où les citoyens ont de plus en plus, en raison justement de cette mondialisation, ont de plus en plus tendance à réclamer plus de droits.
ont tendance à même oublier qu'ils ont des devoirs et à réclamer des droits, toujours des droits. Ils en oublient qu'en face d'eux, ou bien à côté d'eux, celui qui est à la manœuvre doit lui faire l'équilibre entre les droits et les devoirs. Et donc, dans un contexte comme celui-là, où tout le monde voit tout le monde revendique tout, et que un président se permet de faire des réformes qui, qu'on le veuille ou pas, touchent à des intérêts de personnes qui pendant longtemps ont été habituées à tout avoir facilement et gratuitement, c'est évident que on doit s'attendre à ce qu'on est en train de vivre depuis 2018-2019. Mais contrairement à l'analyse que vous avez faite, comme quoi cela risque de continuer crescendo, moi je dis au contraire que cela va progressivement. Non, je ne fais que constater. Oui, c'est vrai que le niveau d'adrénaline est monté de 2018 à 2021, mais on vient de finir le cycle des 3 élections sous l'empire de cette réforme, et vous allez constater que maintenant, tous les partis, d'ailleurs, ça se voit déjà. Je dois vous rappeler que 2023 arrive très vite. Justement, et vous constaterez que tous les partis qui résistaient aux réformes, qui refusaient de se conformer aux lois, pour la plupart se sont déjà conformés et existent aujourd'hui légalement. Or, tout est parti de là. Tout est parti du fait que beaucoup ont refusé de se conformer à la loi en prétextant que les réformes n'étaient pas pertinentes. Donc, lorsqu'ils ont compris que justement celui qui est à la manœuvre n'a pas fléchi dans son ambition de réformer profondément le milieu politique, eh bien ils ont commencé par se conformer. Et aujourd'hui, la plupart de ces partis ont leur récépissé et existent légalement. Et donc, il n'y a pas de raison que ces partis-là ne participent pas aux élections de 2023. Et si ces partis participent aux élections de 2023 et que le jeu désormais, ce qui a semblé une exclusion au départ, devient, je dirais, naturel, il n'y a pas de raison que nous ne revenions pas au calme d'antan, mais maintenant désormais avec les nouvelles règles de jeu auxquelles tout le monde aura un temps à adhérer. Moi je pense que c'est ce qui va se passer. Sur cette même question. Sur la même question, moi je voudrais remonter déjà à l'alternance qui est survenue en 2016. Voyez-vous, les conditions dans lesquelles le président Patrice Talon a remplacé l'ancien chef de l'État, le président Yahi Boni, constituent un germe un germe qui est à la base de la suite de tout ce que nous vivons jusque-là. Je ne vais pas réécrire l'histoire, mais pour une fois, nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui est en train de dérouler son programme qu'il a annoncé au cours de sa campagne électorale. Le président Patrice Talon, dès qu'il a pris le pouvoir, a eu l'intelligence de se construire une carapace anti-chantage. C'est un jeu des acteurs politiques notamment. Lorsqu'il a décidé de mettre en œuvre les réformes, tout de suite les résistances sont nées. Mais il n'a pas fléchi, comme disait tantôt Clotaire Olidé. Voyez-vous, avant les législatives de 2019, le président Patrice Talon s'est ouvert à la classe politique. Il a dit, retournez au Parlement et faites-moi des propositions de sortie de crise. Il y a eu un accord qui a été signé et juste au lendemain de cette signature, un acteur politique a renié, a renoncé à sa signature pour ne pas nommer le président du parti Les Démocrates en la personne de M. Eric Oundité. Tout est parti de là. Dès que lui, certainement après conseil d'autres acteurs politiques, a dit non, je remets en cause tout ce que nous avons retenu au Parlement, les autres ont dit, Alliance Jacques Taès, nous on avance. C'est ça qui a été à la base de la première exclusion de ces acteurs pour les législatives de 2019. Au lendemain, le président a dit, bon, dialogue politique. Et là, il a bien dit dialogue politique, il n'a pas dit assise nationale, il n'a pas dit dialogue national. Et ça concernait seulement les partis politiques qui ont accepté de s'inscrire dans le cadre des réformes. On a été à ces dialogues, des choses ont été retenues et qui ont été mises en œuvre. C'est de là que découle la révision de la Constitution. Lorsque vous avez refusé de faire le consensus
avant les législatives et que vous n'êtes plus au Parlement, tout ce qui se fait après se fait sans vous. Et c'est ça qui cristallise les tensions actuellement. Ces acteurs dont nous parlons font croire aux autres qu'ils sont exclus, mais moi je dis qu'ils se sont auto-exclus. Heureusement qu'ils ont fini par comprendre et ont dit, ben, écoutez, allons-y, et se sont conformés aux mêmes lois qu'ils ont combattues. Naguère, mais malheureusement, voyez-vous, moi j'aurais bien voulu que les démocrates aient un candidat au cours de un duo au cours de cette élection qui vient de se terminer, mais on a vu comment ça s'est passé. C'est la tête du président Patrice Talon qui pose problème. Il y a une partie de la classe politique qui jure par tous les dieux qu'il faut le chasser, malgré les résultats qu'il a produits. Donc moi je pense que, contrairement à Clotaire, la cristallisation dont vous parlez, moi je ne pense pas qu'elle va baisser de sitôt. Pourquoi? Parce que 2023 est un autre enjeu majeur. Pourquoi? Parce que 2023 prépare 2026. Puisque désormais, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut justifier de parrainage. Oui. Et les parrains, c'est soit au Parlement, soit dans les mairies. Oui, oui. Donc, ils vont revenir au Parlement. Bon, c'est donc ça que je parle. Bon, ils vont revenir au Parlement. S'ils peuvent faire le jeu, revenir au Parlement, la tension va baisser. Voilà. Votre lecture de cette situation, de cette tension permanente, vous qui êtes au cœur des opérations électorales, comment vous voyez tout cela? Dans toute compétition où il y a d'enjeux majeurs, il peut arriver ce genre de situation. L'essentiel, c'est de pouvoir les surpasser et les gérer. Comme nous les avons gérés en 2019, comme nous les avons gérés cette année. Notre souhait, nous, à la Sénat, c'est que les acteurs politiques dialoguent entre eux, qu'ils échangent pour ne pas avoir à nous soumettre chaque fois à ce genre de situation. Ça nous aiderait beaucoup, nous, Sénat, dans le cadre du travail que nous faisons. Et nous espérons bien, nous pensons que ça va se faire les années à venir. Les acteurs pourront dialoguer, échanger et s'entendre sur les processus électoraux à venir. Et le Bénin s'en sentira mieux. Voilà. Il nous reste 20 minutes. Maintenant, nous allons, manifestement, on a eu droit à un plébiscite du président Talon parce que sur les 2 millions et quelques de votants, 2 400 000, on a pratiquement 3 sur 4 de cette masse qui a accordé sa caution au président Talon. Maintenant, on parlait, monsieur Richard parlait de dialogue. Le président a vite évacué cette question après son vote. Maintenant, quels sont, d'après vous, qui êtes de la mouvance, quels sont les principaux défis, les perspectives ces 5 prochaines années? Quelle sera la trame, même si c'est à l'élu d'en décider? Mais pour vous, déjà, par rapport à cette question, le président a, disons, fait voir qu'il pourrait y avoir des façons de faire entendre raison à ceux qui se sont mis en rupture de la République. Comment vous voyez un peu tout cela les prochains mois et à quelle sauce nous serons mangés? Moi, je vous dirais déjà que au plan politique, ce que moi je vois, c'est ce que je viens de dire. Je dis pour moi, la tension va baisser progressivement, les choses vont se remettre en place. On n'a pas besoin de dire qu'on va convoquer des assises. Comme le chef de l'État l'a bien dit, et ça c'est vrai, on n'a pas besoin d'aller à des assises ou à un dialogue avant que les choses ne se remettent en place. Nous avons un cadre légal qui existe et auquel tout le monde a commencé progressivement à adhérer. Je pense que ce processus-là va se poursuivre. Parce que les quelques acteurs qui continuent entre griffes de résister, ils vont se rendre compte que tous les efforts qu'ils fournissent, toute l'énergie qu'ils investissent dans cette résistance-là ne sert pas à grand-chose. Et ils vont rentrer dans la légalité. Parce que si tant qu'ils ne rentreront pas dans la légalité, aucun dialogue n'apportera aucun résultat. Aucun dialogue n'apportera aucun résultat. Ou alors on ira s'asseoir avec ce que j'appelle des consensus mous et on va se partager les choses. Bon, toi prends ceci et le chantage d'antan va revenir. Je ne vois pas le président Patrice Talon dans ce schéma-là. Et je ne le souhaite pas d'ailleurs.
Nous sommes dans un pays démocratique, certes, et en démocratie, il y a une majorité, il y a une opposition. Si nous allons dans le schéma de Mali, nous risquons d'avoir un consensus mou où tout va partir dans tous les sens et on va retomber dans des travers pires que ce que nous avons refusé. Donc moi non plus, je ne suis pas dans un schéma d'assises ou tout ce qu'on dit là. Mais je suis dans un schéma où tous ceux qui accepteront de rentrer dans la légalité, je suis sûr que le chef de l'État ne va pas les rejeter. Au contraire, vous avez vu des personnes qui l'ont combattu hier, qui ont dit pique-pente de lui, mais qu'il a reçu tout récemment et qui sont rentrés et qui ne s'inquiètent plus de rien. Je pense qu'au niveau politique, c'est ce qui va se passer progressivement. Et lorsque les acteurs vont tous revenir dans le jeu en 2023 et que chacun montrera ce dont il est capable, ceux qui peuvent retourner à l'Assemblée, ils retourneront si la population le leur accorde. Ceux qui ne peuvent pas n'iront plus, mais on comprendra que désormais, c'est le vrai visage de notre classe politique et les choses vont se régler d'elles-mêmes. De ce point de vue, je n'ai pas d'inquiétude. L'autre enjeu qui me semble le plus important, c'est l'enjeu de la poursuite du développement économique de notre pays. Oui, le chef de l'État, sans vouloir vous couper, le chef de l'État a annoncé, en tout cas a laissé entrevoir un virage social. Bien sûr, et c'est là où je voulais en venir. Ça dit que pour les 5 ans à venir, je vois un chef de l'État, un président Patrice Talon, qui non seulement va poursuivre les chantiers économiques, mais va renforcer le volet social. Parce que n'oubliez pas, pour moi qui ai observé le chef de l'État, certains vont dire que je tire le drap de mon côté. Moi, je le vois libéral, comme le bloc républicain d'ailleurs. Je vois un monsieur qui est un libéral, qui est convaincu et c'est vrai, qu'il faut produire avant de distribuer. Et c'est dans cette logique-là que je le trouve depuis 5 ans. Il a mis 5 ans à pousser à la production, à la mise en place des bases de l'économie, à la mise en place des infrastructures, aux grands travaux qui nécessitent de gros investissements, des investissements massifs. Et à partir de maintenant, les investissements massifs vont commencer par diminuer puisque ce qui a été investi déjà, on ne va plus remettre dans les mêmes choses. Oui, mais il y a quand même de gros chantiers. Il y en a encore, mais ce qui est passé est beaucoup plus important que ce qui va venir. Et du coup, il va mettre l'accent sur maintenant l'homme. Et il a dit au cours de sa campagne, moi j'ai eu l'occasion d'assister au meeting qu'il a fait, par exemple, qu'il a fait dans le plateau. Et il a dit clairement, il dit cette fois-ci, je veux travailler à ce que chacun puisse avoir de l'argent dans sa poche, chacun puisse avoir à manger. Et vous voyez, quand vous lisez le programme, et vous savez que quand il fait un programme, il vient, il applique. Quand vous lisez le programme du duo Talon Talata, vous vous rendez compte effectivement que les grands chantiers annoncés ont trait pour la plupart au social. Le projet H qui va être généralisé, la question de l'eau potable qui va être achevée, l'électricité, ça va être rendu, choses là. Le microcrédit aux plus pauvres, vous voyez que c'est des choses sur lesquelles il a mis l'accent. Le financement des activités économiques, et surtout les jeunes qui vont être... L'accès au crédit. L'accès au crédit, voilà. Et les jeunes dont la formation va s'axer sur le technique et le professionnel pour leur permettre d'être employés ou de s'auto-employer avec les moyens qu'il faut pour y aller. Donc, bref, c'est pour dire que le mandat qui va commencer pour moi va donner plus de place au social, mais sans oublier qu'il faut se mettre au travail, il faut produire avant de distribuer. Et de ce point de vue, je pense qu'on a des raisons d'espérer que, poursuivant la dynamique, avec une bonne dose de bonne gouvernance, ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on ne va pas retomber dans les travers d'antan. Oui. Moi, je pense qu'on est bien parti pour que le pays décolle enfin. Comment Moël Béné entrevoit le mandat de son champion? Vous demandiez tantôt à quelle sauce nous serons mangés à l'occasion du quinquennat qui démarre le 23 mai, si je ne m'abuse. Nous serons mangés à la sauce de la bonne gouvernance, qui a commencé depuis 2016. Nous serons davantage mangés à la sauce de la poursuite de la gestion rigoureuse. Les investissements massifs, Clotaire en a parlé tantôt, mais dans le projet-programme du chef de l'État pour le quinquennat 2021-2026, il a décliné un certain nombre de choses
notamment il a pensé à la jeunesse. Je crois qu'il nous a déjà donné la preuve que quand il dit quelque chose, il le fait. Et moi, je lui fais confiance pour ça. Je voudrais surtout espérer que ceux qui ont décidé de s'écarter de tout ce qui est fait jusque-là vont revoir leur manière d'apprécier les choses pour revenir dans la maison commune. Parce que, ouais, vous, le représentant de la Sénat, disait tantôt que eux, en tant que structure technique, il ne l'a pas dit tel que je veux le dire, on les stresse, les politiques les stressent. Est-ce que vous voyez ce qu'on vient de vivre? Moi, je vais vous dire, par exemple, récemment, on a dit, on convoie du matériel vers une partie du pays, il y a eu barrage. Je ne sais pas quelle alchimie la Sénat s'est débrouillée pour que le matériel se retrouve de l'autre côté de la barrière. C'est pas bien pour notre pays parce que le Bénin, depuis 1960, quand vous observez, quelqu'un du sud a épousé quelqu'un du nord, de l'est ou de l'ouest et vice versa. Nous sommes un même peuple. Il ne faudrait pas qu'on mette une césure pour que ce que les autres nations vivent et que nous déplorons arrive chez nous. Donc moi, j'ai dit à d'autres occasions que rien ne vaut la paix. Il faudrait donc que, autour de ce qui est en train d'être construit depuis 2016, je ne dis pas que rien n'a été fait avant, mais ce qui est fait depuis 2016 et qui est différent de ce que nous avons souvent vécu, qu'il y ait une entente autour, mais que ce ne soit pas une entente pour mettre à mal les ressources financières du pays. Je crois que c'est sur ça que beaucoup ne s'entendent pas avec le président Patrice Talon, parce que quand il a dit « venez rendre compte de vos gestions », ça fait l'un des problèmes qui achoppent dans ce qui est reproché dans sa gouvernance. On dit bon qu'il fait la chasse aux sorcières. Il faudrait que tous ensemble nous pensions que le Bénin est un. Et quand vous vous référez à l'hymne de Moël Bénin, il est dit clairement que les mouvanciers d'aujourd'hui peuvent devenir les opposants du demain. Alors nous avons intérêt à travailler la main dans la main. Je crois savoir que bon, vous n'avez pas de position, vous avez votre position en tant que citoyen. Et technicien. Bon, là il est technicien, il est ici en tant que technicien, à moins que vous vouliez vous... Par rapport à la couleur du prochain quinquennat. Non, bon, la seule chose que nous disons, c'est nous devons nous parler dans le pays. On ne peut pas gouverner un pays sans se parler. Je ne veux pas tomber dans le débat de assises nationales, conférences nationales. Il y a plusieurs moyens de se parler. Et nous devons nous parler. Nous sommes les enfants d'une seule nation. Elle n'est pas deux, elle est unique. Nous avons l'obligation de nous parler. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, nous avons l'obligation de leur expliquer, de les amener à comprendre. Ça peut ne pas être facile, mais l'exercice est utile. Et moi, si on me demande le conseil ou ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on se parle. Qu'on se parle par divers moyens ou canaux qui existent. Pas nécessairement à travers les séminaires ou les conférences et autres dont on parle. Mais que nous ne vivons pas dans le pays comme les uns et les autres. Maintenant, quand nous allons commencer par nous parler, quand on va commencer par le faire, vous verrez que si 10 qui étaient mécontents, progressivement, ça va commencer par diminuer. Et avec le temps, on finira par s'entendre. Mais pas une entente de compromission par rapport à la bonne gouvernance dans le pays, mais une entente qui va nous aider à avoir la paix dans le pays, parce que rien ne vaut la paix. Voilà, j'ai quand même, avant de finir, j'ai quand même envie de vous titiller cette question, parce que on parle de dialogue, on parle de ramener certains à la raison, mais personne n'a parlé de responsabilité des hommes politiques, parce que ce qu'on a vécu quand même la semaine passée, il y a eu des pertes en vies humaines. Est-ce que ces violences-là seront
sur le dos du dialogue seront, de quelque façon on peut l'appeler, seront passés par perte et profit. On va tous se rassembler, se faire des bises et passer à autre chose comme si ça ne s'était pas passé. Vous êtes des acteurs politiques et c'est important de vous entendre sur la question. Oui, vous savez, je disais tantôt que pour moi, oui, il faut reconstituer le pays, mais pas aller à un consensus mou. Et je ne suis pas partisan de l'irresponsabilité des acteurs politiques. Non, du tout alors. C'est pour ça que je suis de ceux qui disent, oui, on est libre de faire ce qu'on veut, mais il faut être prêt à répondre des conséquences des actes que l'on pose. Je crois que ça fait partie des questions sur lesquelles ça achoppe aujourd'hui au niveau politique. Parce que je vous ai dit, pendant longtemps, les acteurs politiques ont été habitués à une certaine facilité, à un certain laisser-aller. Et c'est pourquoi la rigueur, la fermeté du président Talon gêne. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'entende sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, un peu comme vous le dites, c'est que chacun prenne conscience de ce que il doit assumer la responsabilité de ses actes. Vous savez, les événements qu'il y a eu depuis quelques jours, il y a eu des arrestations. On a vécu le même schéma en 2019. Des gens ont été arrêtés. Mais par la suite, au détour du dialogue politique, il y a eu la loi d'amnistie, tout le monde a été libéré. Oui, à ce moment-là, tout le monde a dit, oui, c'est bon, la paix est revenue, tout est calme, c'est bon. Mais vous voyez, on vient de revivre la même chose. Sans vouloir être un extrémiste ou un oiseau de mauvaise augure, je suis sûr que si on avait obligé ces personnes-là à répondre de leurs actes jusqu'au bout, d'autres n'auraient pas repris les mêmes choses aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête avec ça. Du coup, moi, je suis totalement d'accord qu'il faut qu'on se parle. Mais pas se parler pour passer tout par perte et profit. Il faut qu'on apprenne à répondre de nos actes. Donc, sur cette question-là, moi, ma religion est faite. Je suis acteur politique, mais je ne suis pas partisan de l'irresponsabilité des acteurs politiques. Il faut apprendre à être responsable des actes que l'on pose. Et si à des moments donnés, il faut être ferme pour la fermeté par voie pédagogique, sinon même souvent, pour empêcher que d'autres retombent dans les mêmes travers, je crois qu'il faut y aller. Donc c'est ça aussi la difficulté à gérer nos États contemporains. Je l'ai dit tantôt, nous sommes dans des États où aujourd'hui, tous les citoyens estiment qu'ils sont aussi intelligents, aussi éclairés les uns que les autres. Chacun est dans une posture, il ne veut rien lâcher et il devient très 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 difficile de gouverner nos États. Mais il faudra qu'on ait des dirigeants qui sachent manier, je dirais, le bâton et la carotte, qui sachent équilibrer les choses pour que les droits n'occultent pas les devoirs et la responsabilité des autres. Voilà, sur cette même question. Oui, j'allais répondre exactement comme Clotaire Olide. L'amnistie qui est intervenue au lendemain des violences orchestrées à l'occasion des législatives de 2019 avait pour vocation d'apaiser la tension. Mais moi j'ai été surpris qu'il y a eu rebelote. C'est vrai que c'est déplorable. Moi, la violence, c'est pas ma tasse de café. Je touche du bois. Là où nous sommes ici maintenant, si on entend une détonation à côté, tout le monde va prendre la poudre d'escampette. Je ne vais pas attendre au prétexte que je suis de la majorité présidentielle. Donc, quand ça arrive, avec ce qui s'est passé récemment, moi j'ai des camarades de parti ou des frères et sœurs qui sont d'une commune voisine à la mienne, qui ont dû venir se réfugier chez moi parce qu'ils ont dit, nous craignons que les balles perdues ne nous atteignent. Ils ont parlé en termes de balles perdues. Ça veut dire que quand la balle sort du canon d'une arme, il ne cible pas quelqu'un en particulier. La destination est incertaine. Incertaine. Donc, moi je pense que les acteurs politiques ont intérêt à ramener la balle à terre. Vous parlez de responsabilité, je ne vais pas esquiver la question. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Dans une commune, dans une région du pays, des acteurs politiques qui viennent pour parler, pour apaiser, on s'en prend à eux. On brûle les maisons, on brûle les voitures. S'ils ne se sont pas sauvés, on allait les tuer. Ah, je ne reconnais pas mon pays, le Bénin. Donc, le président Patrice Talon vient d'être réélu, sauf avis contraire de la Cour constitutionnelle. Le quinquennat qui commence le 23 mai
il lui revient. C'est vrai qu'il y a la séparation des pouvoirs dans notre pays, mais moi je pense que quand vous posez un acte, vous devez être en mesure d'en répondre. Je n'ai pas de voix indiquée à l'exécutif ou au pouvoir judiciaire, mais il faudrait que nous sachions qu'il y a des limites à ne pas franchir. Les premiers 2 mai 2015, je parle de 2015, avant que le président Patrice Talon ne vienne au pouvoir, il était, je crois, encore en exil. Quand il y a eu les échauffourées à l'occasion de l'arrestation manquée du ministre candidat Zanaï, des gens ont cassé des feux à Agla, brûlé un véhicule de sapeur-pompier. J'ai vécu ça en direct. J'ai dit, mais c'est pas normal. Le président Yahi doit punir ceux qui ont fait ça. Je suis dans la même dynamique. Voilà. Voilà qui met un terme à notre discussion de ce soir. Je vous rappelle que la Sénat a proclamé les résultats de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021. 86,36% des suffrages exprimés pour le duo Talon Talata, 11,29% pour le duo Djemba Hunkwe et 2,35% pour le duo Kohwe Agossa, pour une participation de 50,17%. Voilà, nous avons essayé de faire un peu le tour, hein, d'analyser un peu c'est ce qui ressort, hein, des urnes. Le représentant de la Sénat a essayé de nous expliciter un peu le processus qui a mené à la publication de ces résultats, et nos deux acteurs politiques, hein, de la mouvance qui célèbrent leur victoire ce soir ont essayé quelque peu de nous aider à analyser les tenants et aboutissants de cette victoire de la mouvance présidentielle, en espérant que vous ayez quelque peu appris ou passé un bon moment avec nous. Nous vous disons bonne nuit et prenez du plaisir en notre compagnie. À bientôt.